Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Et ces 3 nouveaux cas de viol présumés en Centrafrique et qui auraient été commis par des casques bleus. C'est l'ONU même qui dévoile cette information aujourd'hui. Nous en parlons dans un instant avec notre correspondant à Bangui, Anthony Fouchard. Au Burundi, l'opposition demande à Pierre Nkurunziza de quitter le pouvoir le 26 août, date de la fin de son actuel mandat. La tension est toujours palpable dans le pays et des troubles politiques ont de graves conséquences sur la santé mentale de certains habitants à Bujumbura. Illustration dans ce journal à l'hôpital psychiatrique de Kamenge. Et puis, nous vous présenterons Splendor, jeune auteure nigériane. Elle a écrit un ouvrage regroupant le témoignage de victimes de Boko Haram. Du haut de ses 9 ans, elle espère sensibiliser sur les dangers du terrorisme. L'ONU a donc révélé aujourd'hui que 3 casques bleus sont impliqués dans une nouvelle affaire de viol présumé en Centrafrique. C'est la 2e fois ce mois-ci que des soldats de la MINUSCA sont visés par des accusations d'agression sexuelle. La première révélation d'un viol présumé sur une fillette à Bangui avait entraîné la démission du chef de la MINUSCA, Babacar Gaye, la semaine dernière. Nous sommes en direct à Bangui avec Anthony Fouchard. Anthony, bonsoir. Cette fois-ci, les faits se seraient déroulés à Bambari. Exactement, les faits se seraient produits à Bambari, dans le centre du pays. C'est du moins ce qu'affirme Diane Corner, c'est la représentante spéciale adjointe de l'ONU en Centrafrique depuis que Babacar Gaye a été poussé à la démission. Alors plusieurs sources font effectivement état de la ville de Bambari où la MINUSCA est très présente. Alors ce que l'on sait, c'est que 2 femmes et une fille mineure auraient été violées par des casques bleus. Les faits se seraient déroulés il y a quelques semaines tout au plus. 3 soldats sont mis en cause, tous issus du même contingent et donc avec la même nationalité. Mais Diane Corner, la représentante spéciale adjointe, a refusé de donner cette nationalité. La MINUSCA a indiqué avoir immédiatement prévenu le pays dont sont originaires les présumés violeurs en réclamant la plus grande fermeté. En effet, dans le cadre d'une mission onusienne, c'est au pays dont le soldat est issu qui est habilité à juger en cas de manquement dans une mission onusienne. Alors dans son allocution, Diane Corner a également précisé que la MINUSCA avait été avertie le 12 août de ces allégations. Alors coïncidence ou non, le 12 août, c'est la veille de la démission forcée de Babacar Gaye, l'ex-chef de la MINUSCA, poussé vers la sortie, vous l'avez dit, après des scandales d'abus sexuels à répétition. Cette nouvelle information, associée aux allégations d'Amnesty International, qui accusait il y a une semaine les casques bleus d'homicide et de viol, a peut-être également pesé dans la balance et influé sur le limogeage de Babacar Gaye. Merci Anthony Fouchard, je rappelle que vous étiez en direct de Bangui. Et puis nous avons appris ce soir qu'à Sousse en Tunisie, un policier a été abattu par 2 inconnus en moto. Selon le secrétaire d'État tunisien, les inconnus ont tiré sur 3 policiers qui étaient sur la route. Un seul a été touché et donc décédé de suite de ses blessures. Sousse, c'est cette ville où un hôtel a été attaqué en juin dernier, mais ce soir, rien ne permet d'avancer que cette attaque est un autre acte terroriste. Au Burkina Faso, 2 anciens ministres du gouvernement de Blaise Compaoré ont été incarcérés à Ouagadougou. Jean-Bertin Ouédraogo, l'ex-ministre des Infrastructures, et Jérôme Bougouma, en charge de l'administration territoriale et de la sécurité, avaient été mis en accusation par le Conseil national de la transition pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite. On passe maintenant au Burundi. À une semaine de l'investiture du président Pierre Nkurunziza pour son 3e mandat, l'opposition lui demande de démissionner d'ici au 26 août. C'est la date d'expiration de son actuel mandat. Selon l'opposition, le fait de rester au pouvoir au-delà de cette date s'apparenterait à un coup d'État constitutionnel. Je vous propose d'écouter un membre de l'opposition suivi de la réaction d'un politique proche du pouvoir. Pas encore eu d'élection au Burundi, il ne peut pas prêter serment. Ce sera lui-même qui restera dans sa logique de coup d'État constitutionnel. En tout cas, il a fait traîner les choses. D'ici le 26 août, nous allons considérer que le Burundi n'a plus de président légitime, qu'il y a un putschiste. L'opposition qui n'a pas reconnu les élections, qui n'a pas reconnu tout ce qu'il veut, il ne va pas certainement pas reconnaître le président de la République. Mais ici, la présidente de la République, et la population a besoin d'en avoir le président de la République parce que c'est pourquoi le parti PRONA a fait son combat pour qu'il y ait les élections, pour que les élections soient là. Parce que sinon, les gens allaient dire qu'il n'y a pas de président légal. Maintenant, on a fait les élections, le président sera là, il va prêter serment.
Et cette crise politique au Burundi fait aussi des désastres psychologiques, parfois virant à la crise de nerfs. Le seul centre neuropsychiatrique situé dans le quartier de Kamenge à Bujumbura est presque débordé. Les malades, en majorité des jeunes, n'ont pas encore oublié les cauchemars des manifestations. Barbara Lundu. Cet homme est interné depuis la mort de son père, tué lors des dernières manifestations. Son frère témoigne. Il y a mon petit frère qui a commencé à avoir des cauchemars pendant la nuit. Il criait Harto policier, notre troisième mandat avec d'autres jargons. Et pour le moment, il est hospitalisé ici au centre neuropsychiatrique de Kamenge. Le cas de cet homme n'est pas isolé. De nombreux Burundais sont affectés par les récents événements politiques qui ont agité le pays. Dans la capitale Bujumbura, le seul centre de neuropsychiatrie du pays est débordé par l'arrivée de nombreux malades. Conséquence de cet afflux, certains patients se retrouvent à dormir dehors dans les couloirs en attendant qu'un lit se libère dans une des chambres. Le centre n'a en effet qu'une capacité de 146 lits et ne peut fournir une place aux plus de 160 patients dont il s'occupe. Une situation que déplore le directeur du centre. Et quand il y a un surnombre, c'est-à-dire ça diminue directement la qualité de prise en charge parce qu'on ne peut pas assurer une bonne prise en charge quand on a un surnombre de malades, ce n'est pas possible. Quand vous analysez les propos, il parle justement de cette crise. Des patients qui viennent, par exemple, qui se sont fabriqués des armes, qui viennent avec des armes, les autres qui parlent seulement de la politique. Au centre de Kamenge, les médecins espèrent une amélioration du climat politique pour pouvoir continuer à fonctionner normalement et limiter l'afflux de patients. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Écoutez donc cette phrase de Splendor, 9 ans. Si les insurgés de Boko Haram avaient été mieux informés et mieux éduqués, ils n'auraient pas fini comme terroristes. Cette jeune Nigériane a donc entrepris d'écrire un livre sur les dangers du terrorisme, le récit de Clément Bonnereau. À 9 ans, elle est déjà l'un des auteurs les plus connus de son pays. Splendor Joy Abisoye est nigériane. Elle vient de publier un livre de 32 pages sur le terrorisme. Elle y raconte l'histoire des enfants victimes du groupe islamiste Boko Haram, une thématique qui lui tient particulièrement à cœur. J'ai décidé d'écrire ce livre à cause de tout ce qui se passe autour de nous. Et le fait que les terroristes que nous voyons aujourd'hui ont été eux aussi des enfants. S'ils avaient été mieux informés et mieux éduqués, ils n'auraient pas fini comme terroristes. Splendor a rencontré les enfants dont elle parle dans son livre il y a quelques mois, dans un camp de déplacés. Grâce à leurs témoignages, elle espère attirer l'attention sur les violences dont ils sont victimes. La jeune fille a voulu que son livre soit disponible au plus grand nombre. Toute sa famille a été mise à contribution. Nous avons investi des millions dans ce livre, parce qu'il a été imprimé à Lagos et parce que nous avons payé pour le copyright. Nous avons aussi dû faire appel à un dessinateur pour rendre le livre accessible, pour qu'il soit lu par les enfants. Splendor souhaite que son livre soit distribué dans les écoles de son pays. Elle veut convaincre les autres enfants des dangers du terrorisme et les inciter à ne pas rejoindre les groupes armés. Depuis 2009, le groupe Boko Haram sème la terreur dans le nord-est du Nigeria où il tente d'imposer la charia. En Tunisie, le championnat d'Afrique de basketball a débuté aujourd'hui. L'enjeu de la compétition est de taille puisque le vainqueur remportera son ticket pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Le grand favori est l'Angola, vainqueur des 11 dernières éditions. Mais vous voyez en ce moment les images du match Nigeria-Centrafrique, un des matchs d'ouverture remporté par le Nigeria 88-63. Et puis nous terminons ce journal par un hommage. Il était, selon l'UNESCO, un trésor humain. Le percussionniste sénégalais Doudou Ndiaye Rose s'est éteint à Dakar à l'âge de 85 ans. Véritable chef d'orchestre, il était capable de diriger plus de 100 batteurs à la fois. On se quitte donc avec Doudou Ndiaye Rose.
Intelligence économique. Veille ou pas veille? La question taraude toutes les entreprises, surtout les petites et les moyennes. Elle s'interroge pour savoir si la veille concurrentielle mérite vraiment qu'on lui consacre du temps, de l'argent et surtout des ressources humaines. Les réponses dans le prochain journal de l'intelligence économique. Intelligence économique. À voir sur France 24 et sur France24.com.